Il n'y a pas assez de superlatifs pour décrire l'affrontement titanesque qui opposa Hitler et Staline. Ce fut la plus grande campagne militaire de l'histoire, impliquant le plus grand nombre de participants, avec les pertes les plus lourdes, où se déroula la plus grande bataille de chars jamais vue. Les conditions climatiques allaient de l'été caucasien brûlant au froid extrême de l'hiver arctique, vers Leningrad. C'est là que les hommes du groupe d'armées Nord combattirent et moururent. Toujours à court de renforts et de matériel, ils se considéraient eux-mêmes comme les oubliés du front russe. Et c'est sans surprise qu'ils baptisèrent le conflit dans lequel ils étaient engagés comme la guerre éternelle du pauvre soldat. La plupart de ces pauvres soldats du groupe d'armées Nord ne devaient jamais rentrer en Allemagne. Les exigences incessantes du plus cruel des conflits de l'histoire allaient finalement faire de l'ensemble du groupe d'armées sa victime. Le groupe d'armées Nord. À la fin de 1940, Adolf Hitler annonça à son état-major qu'il avait pris la décision irrévocable d'attaquer la Russie. Il suivrait un plan rapidement élaboré qui reposait sur 3 percées, effectuées par 3 importants groupes d'armées, rassemblant un total de 3,5 millions d'hommes. La stratégie générale allemande consistait en 3 grandes avancées parallèles. La première visant Leningrad au nord, la seconde Moscou au centre, et pour la troisième Odessa sur la mer Noire. Comme son nom l'indique, le groupe d'armées Nord formait l'aile nord de l'offensive allemande contre la Russie. En juin 1941, au moment de l'attaque, le groupe d'armées Nord était commandé par le maréchal Ritter von Leeb et était composé de 2 armées, la 16e initialement commandée par le maréchal Busch et la 18e dirigée par le général von Kulcher. Pour la percée initiale en Russie, selon les ordres du plan Barbarossa, le groupe Nord profitait du soutien d'une puissante force de blindés, le Panzergruppe 4, sous l'autorité du général Höppner. Pour l'appui aérien, le groupe Nord pouvait faire appel à la Luftflotte 1, commandée par le général Keller. Les Stuka de la Luftflotte 1 seraient chargés des attaques au sol lors de l'offensive éclair du 22 juin. Le soutien naval était assuré par le puissant groupe de bataille Nord, sous le commandement de l'amiral Karls, que l'on voit ici en train de préparer l'opération avec ses officiers supérieurs. Le commandant du groupe d'armées Nord était le maréchal von Kaib, qui avait commandé le groupe d'armées du Centre. Il avait attaqué la France avec succès en 1940. Il était épaulé par plusieurs des plus efficaces officiers que l'armée allemande comptait dans ses rangs. Évidemment, ils pouvaient s'appuyer sur leur expérience du combat acquise sur le front ouest, mais en dépit des qualités de ces officiers, ce genre d'opération a rapidement montré ses limites. Le succès incontestable du groupe d'armées Nord fut accompli en moins de 24 heures quand il coupa la France en 2. Pour le grand assaut contre la Russie, le groupe d'armées Nord pouvait compter sur plus de 800 000 hommes, organisés en 3 divisions blindées, 3 d'infanterie motorisée et 3 divisions de sécurité.
Le groupe d'armées nord n'était aucunement le mastodonte blindé, comme l'a évoqué la légende. Les 4/5 de ces soldats devaient aller au combat à pied, comme ceux de Napoléon un peu plus d'un siècle auparavant. En 1941, la mécanisation n'était pas encore dominante. Le groupe d'armées nord avait besoin de 200 000 chevaux pour tracter ses canons et son matériel. Le groupe d'armées pouvait déployer 1200 canons. En termes d'avions, il était comparativement plus faiblement équipé que les groupes sud et centre, mais il pouvait compter sur 600 blindés et 430 avions. Le groupe d'armées nord pourrait être considéré à bien des égards comme le plus pauvre, comparé au groupe sud et centre. Mais initialement, bien qu'il ait été moins important, il réussit à atteindre ses objectifs fin juillet avec beaucoup d'habileté, et plus rapidement que les autres groupes d'armées allemands. Sans doute parce que, moins important à un certain degré, il était de meilleure qualité que les autres formations allemandes. Et le terrain qu'il devait couvrir était moins difficile que celui des deux autres groupes, en particulier celui du Sud. Le groupe d'armées nord devait se charger du front nord-ouest, qui était sous le commandement de Kouznetsov. En théorie, les forces russes étaient plus importantes et mieux équipées, avec des chars, des canons et des avions. En pratique, l'armée rouge dans son ensemble s'est avérée démoralisée par les tensions internes. Très mal préparée, la plupart du matériel russe, de surcroît, était obsolète ou hors service. Le résultat fut que lors des premiers face-à-face, il n'y eut pas vraiment de combat. Pendant les premières étapes de sa campagne, le groupe d'armées nord déferla sur les États baltes, la Lituanie et l'Estonie tombant rapidement. Cette avancée éclair fut fêtée avec joie par les citoyens des villes comme Riga, où la population estonienne considérait les militaires allemands comme des libérateurs. Un des grands défis de la guerre maritime tout au long de la campagne a consisté à tenter de supprimer l'activité navale soviétique en mouillant des milliers de mines. Une mission qui continuait à être effectuée même sous la menace aérienne. Ces navires du groupe de bataille de Karls continuaient à poser des mines en dépit des attaques de l'aviation de l'armée rouge. Sur Terre, la présence d'une puissante force blindée, le Panzer Group 4, apporta au groupe d'armées nord une grande partie du soutien indispensable lors des percées et des avancées en Russie. Tant qu'ils furent engagés en soutien du groupe d'armées nord, les chars du Panzer Group 4 jouèrent un rôle déterminant. Mais même avec les Panzers, les avances rapides de juin et juillet furent stoppées par les solides défenses de la ligne Staline, rencontrées en août et début septembre. Aucun groupe d'armées allemande ne pouvait se permettre de perdre des chars. Il ne pouvait d'ailleurs se permettre de perdre quoi que ce soit.
En fait, les conditions de départ de la guerre à l'Est subirent un coup sévère. Le Panzergruppe 4 fut retiré du groupe Nord. Dans les premières phases de la guerre, de juillet-août à la fin septembre, ce n'était pas trop grave. Mais en 1942, il n'en allait plus de même. Il est facile de penser que la perte du Panzergruppe 4 en septembre 1941 fut directement responsable de l'échec du groupe d'armées Nord à s'emparer de son objectif stratégique, Leningrad. Ce n'est pas si simple. La difficulté de la mission, c'est-à-dire s'emparer d'une grande ville, bien défendue comme Leningrad, aurait été facilitée par le Panzergruppe 4. Sa réaffectation n'a pas aidé la cause du groupe Nord. Privé de la puissance de feu qui lui aurait permis de cerner la ville de Leningrad et de l'isoler. La disparition du groupe Panzer IV était un signe avant-coureur des événements à venir, démontrant à l'évidence que le groupe Nord était considéré comme le parent pauvre des trois groupes d'armées allemands. Il fut rapidement clair que cette unité ne devait pas s'attendre à recevoir de réapprovisionnement sous quelque forme que ce soit, et que le groupe allait devoir effectuer l'essentiel de sa campagne avec pratiquement aucune réserve à sa disposition. Tout laissait à croire que les batailles décisives du front Est auraient lieu ailleurs. De façon générale, les forces étaient adaptées à leurs objectifs immédiats, ceux que le groupe Nord devait atteindre. Les événements l'ont démontré. Ce n'était pas un parent pauvre, quel que soit le sens de ces mots, c'était un commandement accompli qui réussit à atteindre les objectifs que Hitler lui avait fixés, c'est-à-dire s'emparer des pays baltes, foncer droit sur Leningrad et faire des États baltes des bases pour les prochaines opérations en Russie. Cependant, il est juste de dire qu'à partir d'octobre, Hitler commença à hésiter entre l'Ukraine, qui était un objectif stratégique, et Moscou, qui était un objectif politique. Le groupe Nord devint l'enfant pauvre en termes d'allocation de ressources pour l'accomplissement de ses objectifs stratégiques, à savoir prendre Leningrad. Il est juste de dire que l'échec du haut commandement allemand à l'approvisionner empêcha le groupe Nord de réussir sa mission. Au nord, les combats sur la ligne Staline furent un véritable cauchemar. Les pertes allemandes atteignaient les niveaux de celles de la Première Guerre mondiale. Mais après une série de féroces batailles au cours desquelles la division SS se distingua particulièrement, la ligne Staline fut finalement brisée à la fin du mois d'août et le groupe Nord s'y engouffra. Le principal problème pour les Allemands à ce moment-là fut l'apparition sur le champ de bataille du char moyen T-34 et du lourd KV-1. Ces deux machines étaient nettement supérieures aux chars allemands et résistaient à la plupart des armes allemandes anti-chars, spécialement aux canons de 37 mm les plus utilisés. Le général Erhard Raus, qui combattit avec le groupe d'armées Nord, laissa un récit précis de la première rencontre avec les nouveaux blindés russes. Alors arriva soudainement pour la première fois un bataillon de chars lourds ennemis d'un type encore inconnu. Les chars bousculèrent le régiment d'infanterie blindée et déboulèrent dans les positions d'artillerie. Les projectiles de toutes les armes de défense, à l'exception du 88 mm anti-aérien, rebondissaient sur l'épais blindage ennemi. Les 100 chars allemands furent incapables de s'opposer aux 20 mastodontes russes et subirent des pertes. Plusieurs chars tchèques, les T-36, qui s'étaient enlisés dans les champs en raison de problèmes mécaniques, furent aplatis par les monstres russes. Le même sort fut réservé à une batterie d'obusiers moyens de 150 mm, qui continua pourtant à tirer jusqu'à la dernière minute. En dépit de nombreux impacts directs à des distances de 200 mètres, les obus furent incapables de mettre ne serait-ce qu'un seul char hors de combat. La situation devint critique. Seuls les 88 réussirent à détruire une poignée de KV-1 russes
et forcèrent les autres à se retirer dans les bois. La seule lueur d'espoir pour la Wehrmacht était que les nouveaux chars russes étaient encore peu nombreux, que leur tactique de combat était sommaire et leur formation éparpillée, ce qui offrait des possibilités d'engagement. La route de Leningrad demeurait donc ouverte. Dans les 2 premiers mois de l'opération Barbarossa en juin 1941, je pense qu'il est juste de dire que le groupe Nord a mieux réussi que les groupes Centre et Sud. Le groupe d'armée Centre a remarquablement réussi à détruire complètement les unités qui tentèrent de l'affronter, car il avait la capacité de le faire avec efficacité. Le groupe Nord, en revanche, est celui qui a mené à bien, à la fin juillet, toutes les opérations que le haut commandement allemand lui avait confiées. Il balaya pratiquement tout le front russe du nord-ouest. Il élimina 2 armées russes et déferla jusqu'aux abords de Leningrad. C'était une sacrée réussite. La chute du front ouest soviétique était par contre une vraie catastrophe pour l'armée rouge, ce qui conduisit Staline au bord du désespoir. Je pense que c'est par son efficacité que le groupe Nord a été capable de mettre la pression sur les soviétiques. Leningrad, au début de septembre, était très menacé. Alors que le groupe Nord fonçait vers Leningrad, la confusion régnait. De très nombreux Russes avaient été faits prisonniers et beaucoup de soldats désorganisés s'étaient fait coincer dans ce qui s'est appelé la poche d'Oranienbaum, sur la côte, à l'ouest de Leningrad. La poche d'Oranienbaum était une bande de terrain tenue par les Russes. C'était une zone qui ne fut jamais prise par le groupe d'armée Nord et qui s'avéra être une épine dans leur flanc. Lorsque le groupe d'armée Nord a déferlé sur l'Union soviétique en juin 1941, il a balayé la très grande zone rapidement, fonçant vers le nord, détruisant ou repoussant les armées soviétiques. Mais une petite partie de la 8e armée soviétique, qui avait subi de lourdes pertes pendant l'attaque, fut repoussée droit sur la côte. Là, à l'intérieur de la poche d'Oranienbaum, des éléments de la 8e armée furent bloqués durant 3 ans. Cette poche finit par être d'une grande importance stratégique. La zone d'Oranienbaum permit aux Russes de protéger l'île de Kronstadt. L'île de Kronstadt était vitale pour la base navale à l'ouest de Leningrad. Elle permettait aux troupes soviétiques de la région, à la marine et à l'armée de terre d'empêcher les forces allemandes du groupe d'armée Nord d'effectuer un blocus total de Leningrad, facilitant ainsi le passage du ravitaillement aux assiégés. Le 4 septembre 1940, le lieutenant Darius du 1er régiment de Panzer prévint son quartier général par radio que son unité avait atteint Leningrad. Des unités du groupe Nord s'emparaient de Schlisselbourg, à l'est de Leningrad. D'autres unités et leurs alliés finlandais arrivaient par le nord. Les troupes allemandes coupèrent la voie ferrée menant à Leningrad. Le sort de la ville et celui de ses 30 divisions semblaient scellés. Contrairement à ce à quoi ils s'attendaient, les hommes du groupe Nord ne reçurent pas l'ordre de mener une attaque massive contre la ville. Après une série de batailles sévères dans les environs, Hitler, de façon surprenante, donna l'ordre à ses troupes de mettre Leningrad en état de siège. Peut-être craignait-il les explosions contrôlées à distance que les Russes avaient utilisées de façon très efficace à Kiev. C'est une décision qui provoque encore aujourd'hui beaucoup de débats. Il y a 2 explications possibles pour l'échec du groupe Nord à prendre Leningrad. La première est un conflit de priorité entre Hitler et le haut commandement militaire
qui empêcha le groupe Nord d'obtenir les ressources nécessaires pour prendre la ville rapidement. La seconde est la réaction d'Hitler à l'expérience vécue par la 6e armée à Kiev en août et septembre 1941. Il craignait que les troupes ne deviennent vulnérables en s'introduisant dans les rues des cités comme Kiev, Moscou ou Leningrad. Ironie de l'histoire, on sait ce qui s'est passé à partir de 1941 du côté de la ville de Stalingrad. Mais en 1941, Hitler était terriblement réticent à engager les troupes d'infanterie dans les zones urbaines où elles étaient à la merci de contre-attaques soviétiques ou de guérillas urbaines. La supériorité militaire allemande ne pouvait pas s'affirmer dans ces conditions puisqu'elle avait été pensée pour les combats ouverts dans la campagne soviétique. And I looked the records up, and this is the first case, I think it's about December the 5th, the first case of recorded cannibalism in Leningrad. À partir du début du siège de Leningrad, une ligne de front relativement stable commença à se dessiner dans le secteur nord, lequel était adjacent à l'aile gauche du groupe d'armées du centre. La 16e armée combattait sur le flanc droit du secteur nord, à proximité du flanc gauche du groupe d'armées du sud. Les deux parties allaient rester très proches l'une de l'autre sur le front est pendant toute la durée de la guerre. Le déroulement du siège de Leningrad démontre que le secteur nord était vraiment considéré comme secondaire. Les hommes du groupe Nord étaient convaincus qu'ils combattaient dans une guerre de pauvres. Les pertes sur le front russe avaient été énormes, mais seulement 67 000 hommes furent affectés au groupe Nord, alors que 131 000 allèrent au centre et 119 000 au groupe d'armées sud. Lorsqu'il fallut affecter des divisions de réserve fraîches, la situation fut encore moins favorable. Des 21 nouvelles divisions envoyées au front par le haut commandement à l'automne 1941, seulement 3 furent affectées au groupe d'armées nord. C'était une indication sur la suite prévisible des événements à venir. Un des atouts inattendus pour ce groupe d'armées fut le soutien occasionnel qu'il reçut des unités navales allemandes opérant dans la Baltique. Puisque l'un de ses flancs était au bord de la mer Baltique, le groupe d'armées nord était le seul qui pouvait compter sur un appui sérieux de la Kriegsmarine. La marine allemande a joué un grand rôle dans la guerre entre soviétiques et allemands. Lorsqu'ils arrivèrent à la Baltique, les Allemands se hâtèrent de la couvrir de champs de mines. En d'autres termes, ils piégèrent les sous-marins soviétiques là où ils se trouvaient. L'avancée allemande le long de la côte privait la flotte de la Baltique de ses bases. Cette flotte était rassemblée autour de Leningrad. Son rôle en 1941-42 était simplement d'apporter son soutien grâce à la puissance de feu de ses plus gros navires. La 18e armée, impliquée dans un grand nombre d'opérations amphibies pour s'emparer des îles sur la Baltique, subit d'importantes pertes, ce qui fut très dommageable, les ressources étant sévèrement limitées. Durant toute la guerre, le manque de renforts limita les options stratégiques pour le commandement du groupe d'armées.
Cette situation exigea une grande habileté pour jongler entre les différentes divisions disponibles afin de maintenir un front constant autour de Leningrad, et ce pendant pratiquement 3 ans. Leningrad était assiégée au sens strict du terme. Les Allemands avaient bloqué la ville et ses faubourgs, mais ce siège n'a jamais été total. Les Finlandais sont en partie responsables de cette situation. Le maréchal Mannerheim, de l'armée finlandaise, avait clairement annoncé qu'il ne prendrait aucune part dans une attaque directe sur Leningrad. C'était une des conditions pour que la Finlande entre en guerre. Il avait à l'esprit autant la situation politique que la situation militaire, car les relations entre Finlandais et Russes étaient une longue histoire. Le résultat était que les Allemands et les Finlandais n'étaient pas en mesure de couper totalement Leningrad du reste du monde. Les forces russes pouvaient approvisionner la ville par le lac Ladoga, au nord-est de la ville. Depuis l'hiver 1942, la voie ferrée à l'est de Leningrad relia Leningrad au reste de l'Union soviétique, qui était donc en mesure de fournir les troupes et les approvisionnements permettant aux habitants de la ville de survivre. Je me suis entretenu avec l'un des négociateurs soviétiques à propos des pourparlers de paix entre soviétiques et finlandais, plus tard pendant la guerre. Il disait que les Russes n'avaient pas oublié ce que les Finlandais avaient fait, ou plutôt n'avaient pas fait. Car si les Finlandais avaient avancé un peu plus et fermé le siège, cela aurait signifié la mort de Leningrad. Après la guerre, on découvrit à la lecture des journaux de marche des 16e et 18e armées que les commandants des deux formations avaient interdit, même lors des périodes calmes, le retrait de la moindre unité du front, même pour effectuer une période de repos. Il était préférable de conserver la division sur le front et de l'assigner à un secteur voisin. Une unité de réserve qui aurait été retirée du front nord était certaine d'être réquisitionnée par le haut commandement et réaffectée sur des points plus cruciaux, le front central ou le front sud. Bien que le front nord fût considéré comme un front d'importance secondaire, rien ne peut laisser à penser qu'il ne s'y passait rien. Il y eut de terribles combats sur des terrains difficiles, avec d'immenses marais, quelques rares routes et d'immenses étendues de forêts infranchissables. C'était un véritable cauchemar logistique. Le groupe d'armée Nord et ses divisions affrontaient des conditions vraiment difficiles sur le front Est, où le climat et le terrain conditionnaient les opérations. Effectivement, il faisait vraiment froid, c'était marécageux et boueux. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que ce n'était pas très riche en routes. Donc les transports logistiques étaient très difficiles. Il serait faux de dire que c'était une guerre différente. C'était bien une guerre tout court, mais qui s'est déroulée différemment. Les batailles étaient sauvages. Les pertes du côté russe ont été énormes. Le groupe Nord et les formations de l'armée rouge ont écrit là une tragédie sanglante. Not quite a war apart, but they seem in some respects to be a world apart. En octobre 1941, les premières attaques de partisans commencèrent à causer de sérieuses difficultés aux zones arrières. Ces attaques étaient graves, car le sous-développement de l'infrastructure en Russie signifiait qu'il y avait peu de routes ou voies ferrées utilisables à la place de celles que les partisans bloquaient. L'hiver russe était aussi un cauchemar sur l'ensemble du front, mais c'est le groupe d'armée du Nord qui a subi la brutalité du plus extrême des hivers russes. Il est impossible d'imaginer la dureté des combats dans le féroce hiver du nord de la Russie.
Le front nord subissait un froid implacable. C'était une zone où le nord de la Norvège, la Finlande et l'Union soviétique se rejoignent. Il était caractérisé particulièrement lors des mois d'hiver par des conditions de combat ralenties. Ce qui aboutit à l'opération Reindeer, à l'opération Cold Fox et à l'opération Silver Fox. La 20e armée de montagne blindée, en conjonction avec les alliés finlandais, cherchèrent à envahir les régions les plus au nord de l'Union soviétique, en particulier pour couper la voie ferrée entre les ports arctiques et l'intérieur de l'Union soviétique. Cependant, la 14e armée soviétique s'avéra dès le début être un opposant intraitable. Du début de l'opération jusqu'au moment où la 20e armée fut réduite en 1941, elle souffrit du plus haut taux de perte de tous les groupes d'armées qui prirent part à l'opération Barbarossa. La 20e armée de montagne n'était pas prioritaire pour le haut commandement allemand. Allemands et Finlandais n'arrivaient pas à lancer une opération décisive contre les Soviétiques. En plus des conditions géographiques et climatiques difficiles, l'esprit combatif de l'armée rouge, qui faisait face au groupe Nord, n'était pas moins fort que celui observable dans les autres secteurs. Le siège de Leningrad est devenu synonyme d'endurance et de souffrance. Il y eut aussi de violents combats lors de batailles mineures qui se sont déroulées sur les lignes établies autour de Leningrad. Outre ces batailles assez statiques, il y eut des affrontements terribles autour de Demiansk dans le secteur de la 16e armée de 1941 à 1943. Au début 1943, le saillant de Demiansk avait commencé à s'effondrer, jusqu'à ressembler à un étrange champignon protubérant dans les lignes russes. Sous la pression de plus en plus forte des Russes, Hitler fut forcé de renoncer à la politique de pas de retraite. Demiansk fut évacué au cours d'une opération superbement organisée, grâce à laquelle 80 000 soldats allemands échappèrent à une capture certaine. Demiansk fut le siège le plus long et un épisode militaire singulier. Les forces allemandes encerclées et piégées par les Russes devaient être ravitaillées. Elles ne pouvaient pas être ravitaillées par terre, il fallait donc le faire par air. La Luftwaffe assura qu'elle pouvait le faire et qu'il n'y avait aucun doute à ce propos. Finalement, en 1943, les forces allemandes réussirent à percer un couloir grâce auquel l'encerclement de Demiansk prit fin avec succès. Ce qui est intéressant, ce sont les leçons que le haut commandement allemand et la Luftwaffe en particulier en ont tirées, à savoir qu'il était possible de ravitailler des forces allemandes encerclées. Le prochain siège allait être celui de Stalingrad. Une des raisons pour laquelle la 6e armée n'a pas tenté de s'échapper du piège de Stalingrad, lorsqu'il est devenu clair qu'il lui était possible de le faire, était qu'Hitler croyait que la 6e armée pouvait tenir la poche en étant soutenue par la Luftwaffe. Il se servit bien sûr de la poche de Demiansk comme preuve évidente. La situation de Demiansk était cependant différente. L'approvisionnement possible de la poche pendant les mois d'été, le nombre de soldats, moins de 90 000 contre 200 000 piégés à Stalingrad, etc. Il est certain que la poche de Demiansk, citée par Hitler, joua un rôle négatif dans l'histoire de la 6e armée, son encerclement et son anéantissement à Stalingrad. Bien qu'ayant été proche de la victoire, le groupe d'armée Nord n'a jamais été capable de fermer définitivement le cercle autour de Leningrad. Le haut commandement continua à déplacer les divisions loin du secteur nord,
pour alimenter les autres secteurs plus en danger. Le résultat de cette politique sur deux fronts fut qu'une offensive soviétique massive, en janvier 1944, finit par briser la résistance du groupe Nord, et du même coup, l'étau autour de Leningrad. Après la fin du siège de la ville en 1944, les forces du groupe Nord reculèrent vers des lignes de défense inachevées, connues sous le nom de ligne Panthère. La ligne Panthère était une série de fortifications qui s'étendait jusqu'aux régions centrales et sud de l'Union soviétique, depuis une vallée qui courait entre le lac Dvina et le lac Pskov, près de la ville de Narva, sur la côte de la Baltique, en Estonie. Il était prévu que grâce à ces fortifications, les troupes allemandes en train de reculer profiteraient d'un peu de répit. Ce qui leur permettrait de contenir l'armée soviétique le temps que les unités blindées et aériennes soient remises en état et retournent au combat pour inverser le sort des armes par leur nombre. Cependant, la ligne Panthère fut à peine occupée. Les armées allemandes ayant subi de nombreux revers n'avaient pas assez de troupes pour tenir la ligne avec efficacité. Dans les zones de la ligne où les défenses adéquates avaient été préparées avec un nombre suffisant de soldats et des avions disponibles, elle s'avéra être un obstacle presque infranchissable pour les armées soviétiques. Cela laisse à penser que bien préparée et organisée avec un plan cohérent, la ligne Panthère aurait pu être tenue, ce qui aurait causé de sérieuses complications aux armées soviétiques. La ligne Panthère n'allait pouvoir fournir qu'une solution temporaire aux problèmes de plus en plus importants du groupe d'armées Nord. La destruction du groupe d'armées Centre voisin en juin 1944 creusa un grand espace dans les lignes allemandes et laissa le flanc droit du groupe Nord vulnérable aux attaques soviétiques. Hitler fut forcé d'effectuer une autre série de retraits. Ils furent obligés de battre en retraite en relativement bon ordre vers l'Allemagne, tout en subissant une série d'attaques, la plus notable étant celle pour la défense de Narva en 1944. Narva a joué un rôle important non seulement lors de la guerre germano-soviétique, mais dans l'histoire de la Russie. Narva fut le lieu de la monumentale défaite en 1700 face aux Suédois. Elle avait essentiellement une importance opérationnelle, car c'était la porte d'entrée vers l'Estonie. De fait, les Allemands, ceux qui tenaient Narva, étaient initialement répartis en 12 divisions constituant les défenseurs de Narva, c'est-à-dire un groupe spécialement formé pour l'occasion. La défense de Narva fut un combat terrible. Une percée à cet endroit aurait mis en danger toutes les troupes allemandes des pays baltes, de l'Estonie et de la Lituanie. Les SS ainsi que la division 280 et la division 58 quittèrent le front de Leningrad sous le commandement du général Goïverov entre janvier et mars 1944. Leur faible taux de perte n'est pas le fruit de manœuvres tactiques sophistiquées de formations blindées. Les unités allemandes et le contingent de volontaires SS ont été sauvés par le printemps précoce de mars 1944, qui déclencha des inondations et des torrents de boue dans lesquels les chars soviétiques s'engluèrent. L'incroyable résistance offerte par le groupe d'armées de Narva, une formation improvisée tirée des maigres effectifs du groupe Nord, représente un exemple spectaculaire d'improvisation militaire et tient la comparaison avec d'autres batailles défensives menées ailleurs en Russie et en Italie.
En octobre 1944, la situation autour de Narva était devenue sans espoir. Mais à la différence des innombrables garnisons à qui Hitler avait exigé de tenir à n'importe quel prix, le groupe Narva réussit à s'échapper et à rejoindre le groupe d'armée Nord. La retraite permanente était désormais à l'ordre du jour, alors que le groupe reculait à travers les États baltes vers l'Allemagne. Mais le groupe d'armée Nord n'allait jamais parvenir à la maison. Alors que l'armée rouge fonçait vers Berlin, les hommes du groupe Nord furent finalement coincés dans la péninsule du Courland, en Lituanie. Là, les restes du groupe subirent les attaques soviétiques pendant 6 mois. Ils furent assiégés de la fin octobre 1944 jusqu'à mai 1945. En janvier 1945, les deux armées qui avaient servi depuis 1941 sous la bannière du groupe d'armée Nord furent rebaptisées Groupe d'armée de Courland. Et la dénomination chèrement acquise de Groupe Nord fut transférée à un assemblage disparate d'unités déconfites, placées sous le commandement d'une succession ininterrompue de chefs temporaires. L'esprit des hommes du groupe Nord demeurait en Courland. Le fait étrange est que ces divisions allemandes qui se sont frayées un chemin en Courland ont été mises à l'écart. Elles étaient bloquées là et elles ne pouvaient plus rien faire. Elles ne pouvaient plus apporter leur contribution au combat ailleurs. Par bien des aspects, ce fut une action en pure perte et irresponsable de la part d'Hitler. C'était une force considérable qui aurait pu apporter une réelle contribution si elle avait été disponible. Elle n'était simplement pas là, elle était ailleurs. La décision des Soviétiques de les laisser là était assez délicate. C'est pourtant ce qu'ils ont fait plus tard. En dépit de tout ce que l'armée rouge leur expédiait, les éléments survivants des 16e et 18e armées, désormais désignés groupes d'armées de Courland, continuèrent à résister à toutes les tentatives menées pour les amener à se rendre. Les combats pour la Courlande furent terribles. Ce n'était pas comme pour les fronts Est et Ouest d'importantes armées se lançant à travers les frontières pour d'impressionnantes opérations sophistiquées. En Courland, les Allemands coincés furent graduellement et sûrement d'une manière irrémédiable, doucement repoussés dans une sorte de cul-de-sac par l'armée rouge. Ils furent soutenus jusqu'à la fin par les navires de la Kriegsmarine, qui réussirent à évacuer quelques divisions rappelées en Allemagne. À l'occasion, ils parvinrent même à acheminer quelques renforts vraiment indispensables. Oui, la marine allemande avait un rôle important à jouer. Lorsque l'armée rouge a commencé à avancer le long de la côte de la Baltique pour filer dans l'est de la Prusse, la marine allemande avait tout à gagner à contenir les opérations navales soviétiques qui commençaient à s'étendre. Plus important encore, ils avaient un challenge crucial, tenter d'évacuer le plus de civils et de militaires allemands possible pour les ramener sur le territoire allemand. La Kriegsmarine tenta de limiter les conséquences d'une défaite finale, maintenant inévitable. Le rôle de la marine allemande est incontournable pour expliquer pourquoi les unités allemandes ont combattu vaillamment jusqu'aux confins du territoire de la Courlande. La péninsule était d'un point de vue militaire sans intérêt.
Bien sûr, beaucoup de chefs allemands, fin 44, début 45, demandaient constamment à Hitler d'abandonner cette péninsule et de libérer les 26 divisions qui se battaient là afin qu'elles puissent venir renforcer les défenses des régions qui étaient d'une importance militaire majeure, comme la Prusse orientale. D'un autre côté, la marine allemande utilisait la Baltique comme zone d'entraînement pour ses commandants de sous-marins. Dönitz, le chef de la marine à cette époque, considérait que conserver le golfe de Gdansk sur la Baltique était essentiel pour entraîner ses commandants de sous-marins à utiliser le nouveau et très puissant sous-marin type 21 que la marine a engagé jusqu'au dernier jour de la guerre. Donc la marine a joué un rôle déterminant dans le fait que les unités allemandes aient combattu si longtemps pour la péninsule de la Courlande. Cependant, à la fin, la même Kriegsmarine, qui avait été la raison de la bataille de Courlande et avait acheminé les troupes allemandes jusque-là, fut ensuite forcée de les évacuer de la péninsule et d'abandonner la zone sans obtenir le moindre bénéfice stratégique. Les survivants de l'ancien groupe d'armée Nord conservèrent leur cohésion et leur capacité de combat jusqu'à la reddition finale du 8 mai 1945, pratiquement 4 ans après leur arrivée en Russie. Ce jour-là, 203 000 hommes commencèrent leur longue marche vers la captivité. Beaucoup n'en revinrent jamais et les autres furent maintenus comme travailleurs forcés jusqu'en 1955. Un prix élevé à payer pour leur longue résistance. Des 3 immenses groupes d'armées que Hitler envoya en Russie, le groupe Nord fut celui qui réussit le mieux à atteindre les objectifs qu'on lui avait fixés. Bien que cette campagne s'achevât finalement sur un échec, les hommes du groupe d'armée Nord avaient conservé leur cohésion. Quelques unités réussirent l'exploit de servir dans le même groupe d'armées pendant les 4 années de la guerre en Russie.